Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 9 mars. Les multiples centres des impôts et perceptions en grève aujourd'hui en France, ainsi que les critiques de la gauche contre la réforme de l'administration fiscale, sonnent comme un avertissement au gouvernement. Dans l'éducation nationale, les grèves concernant la carte scolaire, le temps de travail ou encore le manque de moyens dans les lycées professionnels annoncent d'autres mouvements pour la semaine prochaine. 15 chefs de services hospitaliers alertent la justice sur les risques encourus par les malades en raison d'un manque de moyens dans les hôpitaux et les services d'urgence. Comment effectuer 5000 milliards d'opérations à la seconde? Le commissariat à l'énergie atomique achète un supercalculateur pour la simulation des essais nucléaires. Le troisième ligne du 15 de France, Olivier Magne, suspendu pour 3 semaines par la commission de discipline du tournoi des 6 nations de rugby réunis à Dublin. Tout cela pour un coup de tête. Le ministre des Finances, Christian Sauter, a senti le danger. Dès demain et jusqu'au début de la semaine prochaine, il va recevoir les élus des fédérations syndicales des impôts pour discuter de son projet de réforme. Un projet qui a entraîné aujourd'hui un blocage très majoritaire des centres des impôts et des perceptions en France, avec le soutien des députés socialistes qui jugent la réforme mal engagée. De la Réunion jusqu'au Calvados, en passant par le sud et l'ouest de la France, la contestation a été très forte. Commentaire Jean-Bernard Schmitt. Clémence envers les contribuables. Les bureaux sont fermés, mais on renseigne sur le trottoir. Ici, à Rennes, les agents en colère ont préféré mettre le public de leur côté, une précaution que l'on n'a pas prise partout. Porte close dans les centres des impôts de Toulouse. Les déclarations auront beau être déposées, elles ne seront pas traitées. Et pour cause, tout est bloqué, y compris l'encaissement des chèques. Les grévistes ont toujours le même mot d'ordre, non à une réforme de l'administration qui, selon eux, supprimerait des emplois. À l'heure actuelle, nous avons 24 trésoreries rurales qui sont 24 points de paiement pour les impôts. Et lorsque la réforme 2003 sera appliquée, ces points de paiement seront réduits à 3 pour les particuliers. Et cette angoisse mobilise de plus en plus. 450 centres bloqués aujourd'hui, 40% de grévistes selon le ministère. Nous sommes en grève et en action dure depuis 2 mois, sans demander d'augmentation de salaire, même pas sur les 35 heures, mais uniquement pour la défense du service public. Actuellement, il n'y a personne dans le centre. Le centre est bloqué, il n'y a personne, il n'y a pas d'agent à l'intérieur. Malgré les blocages, le ministre de l'économie n'a jusqu'à présent pas renoncé à rationaliser une administration fiscale jugée trop coûteuse. Hier pourtant, face à la montée de la grogne, de nombreux députés socialistes ont demandé à Christian Sauter d'ouvrir des négociations. Requête entendue. Demain après-midi, les syndicats des agents du Trésor seront reçus au ministère. Le plus vite possible sur la réforme des missions de service public très importante dont le ministère dont j'ai la charge a la responsabilité. Alors l'une des craintes exprimées par les grévistes des impôts rejoint l'inquiétude d'élus locaux. Malgré les engagements ministériels, les petites trésoreries rurales semblent menacées par la réforme. Elles sont l'agent comptable des communes, elles recouvrent l'impôt, mais elles ont aussi des activités bancaires. Évoquer leur suppression, c'est ajouter à la menace de désertification rurale. Pour comprendre la tonalité de ces interrogations, Christophe de Valembras et Philippe Ritten sont allés à Bonneuil-Matour. C'est une commune située entre Poitiers et Châtellerault. La trésorerie de Bonneuil-Matour, 1700 habitants à quelques kilomètres de Poitiers. L'une de ces petites trésoreries rurales qui inquiète fortement les opposants à la réforme. Ici, un tiers du temps est consacré au recouvrement des impôts directs. Gestion des dossiers bien sûr, mais aussi conseils personnalisés aux particuliers. Mais bon, pour faire la demande pour être mensualisé, il faut la faire au mois de septembre-octobre. Ici, avec la réforme, on ne s'occuperait plus de recouvrement d'impôts. Le délégué Force ouvrière dénonce la manœuvre. Un tiers du travail qui disparaît, et ce n'est qu'un début. Toutes les trésoreries rurales, à terme, seront supprimées. Bien qu'on nous dise qu'ils ne seront pas supprimés maintenant, mais on va avoir d'ici 5 à 10 ans des coquilles vides. C'est-à-dire qu'il y aura les murs et c'est tout, et puis personne à l'intérieur. Ce dont ils ont peur, c'est qu'avec la réduction de la charge de recouvrement, il y a une réduction des attributions du poste. Alors que cette charge en matière de recouvrement va être compensée plus que largement par le service qu'on va rendre, qu'on va étoffer pour les collectivités locales. Gérer les collectivités locales, la mission principale de la trésorière de Bonneuil-Matour. Elle contrôle et paye les dépenses publiques. Elle encaisse les recettes sur l'ensemble du canton. Si j'étais déchargée d'une partie de mon travail du fait de la suppression du recouvrement de l'impôt, je peux imaginer que je pourrais mieux me consacrer à d'autres missions
qui présentent aussi un intérêt et à la limite qui demandent plus ma compétence. Comme les conseils au maire du canton, par exemple, souvent perdus dans une réglementation complexe. Alors pour nous aujourd'hui, est-ce possible de renégocier certains emprunts au vu des intérêts actuels? Je pense que... Reste que pour les habitants de Bonneuil-Matour, il faudra faire une vingtaine de kilomètres pour trouver l'interlocuteur unique que promet Bercy en ville. Ce soir, Christian Sauter vient d'indiquer qu'il étudiait avec bienveillance la possibilité d'un report de la date de limite de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu, actuellement fixée au 15 mars, décision de M. Sauter d'ici samedi. Outre la grogne côté impôt et sans doute parce qu'il y a dans l'air la cagnotte fiscale, les enseignants poursuivent une série d'actions de revendication dans de nombreuses académies, avec pour thème le manque de postes d'enseignants dû à la répartition de la carte scolaire, c'est le cas ainsi dans le Languedoc, mais aussi la situation matérielle particulièrement difficile des lycées d'enseignement professionnel. Reportage Hélène Hugues avec Karine Comazy et Pascal Ponce à Nîmes. Ce matin à Nîmes, c'est Elisabeth Guigou, le garde des Sceaux, qui a essuyé la colère des enseignants. Mais leur vraie cible, depuis des semaines, reste la même, Claude Allègre. Partout en France, la grogne monte. Depuis fin février, les lycées professionnels se mettent en grève les uns après les autres. Les professeurs dénoncent les modifications apportées à leur statut qui réduisent leur temps de travail, l'annualisent sans modifier les programmes. Concrètement pour nous, ça veut dire que des travaux qui se faisaient en demi-groupe, déjà à 15 élèves, ce qui n'est pas rien, vont se faire à 30 élèves en classe entière. Et ça, c'est un problème qui concerne d'ailleurs pas que les LP, mais qui concerne l'ensemble de l'enseignement, y compris les lycées généraux. Les lycées généraux, collèges, écoles ne sont d'ailleurs pas en reste pour dénoncer la carte scolaire et obtenir des postes supplémentaires pour la rentrée. Fait nouveau, les parents entrent dans la partie. Ici, ils occupent une école pour dénoncer une fermeture de classe. Là, un collège pour obtenir des moyens supplémentaires. Animé par une grande volonté réformatrice, Claude Allègre a promis des changements. Mais sur le terrain, on ne les voit pas venir. L'éducation nationale manque de personnel pour appliquer ces réformes. Et nous demandons que l'on donne les moyens au service public d'éducation pour mettre en œuvre les réformes annoncées et décidées par le gouvernement. La FCPE, principale fédération de parents d'élèves, manifestera donc le 16 mars prochain aux côtés des enseignants et des élèves. Pour la première fois depuis 5 ans, les 5 fédérations de syndicats ont réussi à s'entendre. Elles appellent à une grève unitaire pour dénoncer le gel de l'emploi public et la précarité. Le gel de l'emploi public, nous l'avons dit, nous cessons de le dire, obère en fait toute réelle transformation du système éducatif dans l'intérêt de tous les jeunes. On ne peut pas nous dire à la fois il y a de la croissance, il y a des cagnottes, etc. et que l'éducation ne puisse pas bénéficier de ces fruits de la croissance. À ne pas dépenser, à ne pas investir dans l'éducation, on se condamne à avoir des problèmes de société extrêmement importants. Claude Allègre refuse pour l'instant d'entrer dans la polémique. Le ministre de l'Éducation se contente de réaffirmer que sa réforme des lycées professionnels est une bonne réforme. Et puis un troisième secteur où l'on appelle à l'aide, l'hôpital, avec une démarche plutôt singulière, inédite, puisque 15 chefs de services hospitaliers viennent de saisir le procureur de la République de Paris sur les risques encourus par les malades en raison des moyens inadaptés à l'hôpital et pas seulement dans les services des urgences. Alors je cite une phrase du document publié par l'hebdomadaire L'Express. Des infractions peuvent mettre en danger la sécurité des malades. Nous ne voulons pas être les complices par le silence d'une mise en danger de la vie d'autrui. Explication avec Françoise Vallée. Manque de moyens, de personnel, mauvaises conditions de travail, les protestataires ne sont plus dans la rue. Ce sont cette fois des chefs de service, issus pour la grande majorité d'hôpitaux parisiens. Dans leur lettre au procureur, ils dénoncent des dysfonctionnements qui leur semblent insupportables et qui, selon eux, pourraient se révéler dangereux. Dans le système qui est le nôtre, je ne peux pas opérer la nuit avec un aide opératoire qui soit autre qu'un étudiant hospitalier qui n'a aucune formation pour m'aider. Ces professeurs refusent que l'administration leur impose, parfois autoritairement, contre l'avis des médecins de leur service, des malades qui ne relèvent pas de leur spécialité. Nous refusons souvent de prendre en charge ces patients sur le plan de la responsabilité médicale, parce que nous ne sommes pas compétents. Mais à cette spécialisation à outrance s'opposent les responsables des urgences. Pour eux, l'hôpital ne peut plus rester cloisonné. C'est ça le paradoxe de leur pétition, c'est que ce sont des gens qui ont le pouvoir depuis des années, des dizaines d'années dans l'hôpital et qu'ils n'ont jamais voulu faire les réformes indispensables. Quelque part, ils sont aussi, ils participent au chaos actuel.
Au moment où Martine Aubry annonce 10 milliards de crédits pour les hôpitaux, ce sont deux visions de la médecine qui s'affrontent. Alors moins spectaculaire, mais toujours dans ce secteur hospitalier, les inspecteurs de la santé, environ 400 en France, organisaient symboliquement aujourd'hui le naufrage de leur profession sur la Seine. Il faut savoir que ces inspecteurs sont censés veiller à tout, depuis la sécurité des hôpitaux jusqu'aux méningites ou encore l'hystériose. Il en faudrait sans doute plus du double qu'actuellement. Reportage à Lille avec Jean-Daniel Flezaki et Delphine Détry. Un message dans une bouteille, c'est de cette façon que les médecins inspecteurs de santé publique ont dit aujourd'hui leur colère de ne pouvoir assurer toutes leurs missions en ces temps de crise sanitaire. Exemple de ces missions, la visite de conformité. Le centre de lutte contre le cancer de Lille a un nouvel équipement. La mission du docteur Defebvre, ici en blanc, est de s'assurer que tout est conforme. Et cela commence par les formalités d'accueil du patient. Vous n'avez pas fait de plan de l'intérieur du service pour permettre aux gens de se retrouver? Oui. Salle d'attente, sécurité, évacuation des déchets, incendie, caractéristiques des appareils. Le médecin inspecteur doit avoir l'œil sur tout. Si quelque chose ne vous plaisait pas, quel est votre pouvoir, puisque vous êtes l'homme ou la femme du préfet? Je pense qu'on ne peut pas dire que les choses vont nous plaire ou ne pas nous plaire. Il y a une réglementation à respecter. Ça, c'est notre rôle de médecin de l'État et je crois qu'on a à le faire. On a à répondre par rapport à notre préfet qui nous dit est-ce que les gens vont être bien pris en charge. Dans la région Nord, il y a 20 médecins inspecteurs et 150 établissements d'hospitalisation. À raison de 2 visites de fond par mois, chaque hôpital théoriquement verrait un inspecteur tous les 7 ans. Mais en réalité, certains établissements sont beaucoup plus surveillés que d'autres, notamment lorsqu'il y a des plaintes d'usagers. Mais en France, les disparités sont importantes. Dans certaines régions, comme la région Centre par exemple, ou la région Champagne-Ardenne, on a moins de 10 médecins inspecteurs dans la région et on a même certains départements qui sont actuellement dépourvus de médecins inspecteurs. Le docteur Defebvre a pu constater que la sécurité au centre Oscar Lambret était garantie. Ses collègues aimeraient pouvoir en dire autant de tous les hôpitaux et cliniques de France. En Corse, l'Assemblée territoriale réunie à Ajaccio commençait aujourd'hui un débat sur l'avenir de l'île, faisant suite au dialogue engagé au mois de décembre dernier à Matignon par Lionel Jospin. Un dialogue engagé avec tous les élus et pas avec les nationalistes, a bien précisé le chef du gouvernement cet après-midi au Sénat. Mais que mettre dans la synthèse des différentes propositions des multiples tendances politiques corses? À cette question, la réponse pour l'instant n'est pas évidente. Reportage Carole Comon avec Jean-François Renaud. Tous les regards se tournent désormais vers l'Assemblée territoriale de Corse. À la suite du processus enclenché le 13 décembre dernier à Matignon, les élus de l'île vont tenter de se mettre d'accord sur des propositions à soumettre au Premier ministre. L'objectif du président de l'Assemblée de Corse, José Rossi, est clair, parvenir coûte que coûte à une synthèse. Je crois que l'objectif, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement a tendu une perche et nous a dit « que voulez-vous ?», c'est qu'on lui réponde, et le seul mode d'expression en démocratie, surtout à partir du moment où on veut gommer la violence, c'est un choix démocratique fort. Une synthèse majoritaire qui inclurait donc les nationalistes. Des nationalistes qui affichent pour l'instant leur volonté de dialogue. Il nous paraît important que les élus de la Corse puissent avoir un projet commun à une majorité, non pas à l'ensemble des élus, mais à une majorité qui serait capable demain de changer les choses en Corse. Autonomie, pouvoir législatif, depuis le milieu de journée, les tractations sur un projet de nouveau statut pour la Corse ont donc commencé dans les couloirs. Mais pour certains, une synthèse majoritaire reste secondaire. Une majorité absolue, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est qu'émergent les idées fortes que le gouvernement doit retenir pour répondre aux objectifs de la Corse, objectifs de paix, objectifs de développement. On va travailler ces 2 jours, on acheminera au Premier ministre un certain nombre de propositions, plus ou moins appuyées par le nombre de gens qui s'y rallieront, et puis le travail va continuer. Demain, les élus corses seront amenés à s'exprimer par un vote. Une nouvelle étape avant la prochaine réunion de Matignon, le 30 mars, mais aussi l'occasion de donner un signal à l'opinion. Dans le feuilleton politique de la préparation des élections municipales à la mairie de Paris, Michèle Alliot-Marie, la présidente du RPR, a répondu non à Jean Tibéri, qui souhaitait que l'on organise un vote des militants pour désigner le candidat gaulliste au municipal. Outre cette déception pour M. Tibéri, une histoire de disparition du nombre d'adhérents RPR est évoquée ce soir dans le journal Le Monde. Reportage Thomas Dandois, Jean-Philippe Jasselas et Christian Leroux. Monsieur le maire, nous sommes toujours là, vous savez bien, hein. Parce que c'est la Saint-Françoise, Jean Tibéri et ses amis avaient décidé de souhaiter à leur manière sa fête à Françoise de Panafieux. Ce n'est donc pas un hasard s'ils ont choisi de marquer l'événement dans un restaurant du 17e arrondissement, au cœur même de la circonscription de l'ancienne adjointe.
Au même moment, dans un autre quartier de Paris, Françoise de Panafieux déjeune avec la presse européenne. Elle préfère répondre par le mépris. Je sais par ailleurs, il ne m'a pas échappé qu'on fête ma fête quelque part, je crois, sur ma circonscription. Je crois que M. Tibéri est parti pour déjeuner sur ma circonscription à cette occasion-là, mais vous voyez, chacun ses priorités. D'autant plus à l'aise Françoise de Panafieux qu'elle vient de marquer un point. Jean Tibéri, qui tient la fédération RPR de Paris, avait réclamé un vote des militants pour désigner le candidat à la mairie. Michel Alliot-Marie, la présidente du mouvement, lui a répondu aujourd'hui, et c'est pour dire non, ce vote n'est pas envisagé par nos statuts. Jean Tibéri encaisse. Je le regrette. Je crois que le mouvement s'est engagé dans une voie démocratique et le vote des militants, je ne vois pas comment on peut y échapper. Est-ce que pour, en théorie, choisir le maire de Paris, on va seulement se réunir dans un bureau ? Jean Tibéri, qui n'est pas au bout de ses peines, le RPR national l'accuse à présent d'avoir gonflé le nombre des militants de la Fédération de Paris. Plus de 1000 adhérents seraient des adhérents fantômes. Un nouveau souci dans sa course à la mairie. Le Premier ministre Lionel Jospin a pris le parti de Jacques Chirac après de nouvelles attaques du leader d'extrême droite autrichien Jörg Haider contre le président de la République. Haider avait traité M. Chirac de Napoléon de poche. M. Jospin a dénoncé vivement ses propos au Sénat. Pendant ce temps, le chef de l'État est aux Antilles, en Guadeloupe, alternant réunions officielles et contacts plus rapprochés avec quelques acteurs de la vie économique et sociale. Reportage Véronique Saint-Olive et Jean-Paul Chausset. Pour Jacques Chirac, l'accueil en Guadeloupe passe d'abord par une démonstration d'amitié pour Lucette Michaud-Chevry. Malgré ses déboires judiciaires, la présidente RPR du Conseil régional fait ici la pluie et le beau temps et mène le combat des élus pour plus d'autonomie aux Antilles. Mais dans les rues, les gens sont peu concernés par ce problème de statut. Ici, il y a 30% de chômeurs et 15% de RMistes. Alors aujourd'hui, tous attendent que le président de la République donne des raisons d'espérer. Les jeunes qui ne travaillent pas, c'est comme en métropole. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de manger, ils voient dans les magasins des belles choses. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est tuer, c'est voler, c'est assassiner les gens. Justement, l'association Agir aide les jeunes à trouver un vrai travail déclaré. Pour Jacques Chirac, du concret comme il l'aime. Moi j'ai un jardin, ici à côté de Basse-Terre. Combien vous me prenez? Et si je prends quelqu'un au noir, combien je le paye? 6 mois après son Premier ministre, le président de la République n'est pas venu aux Antilles des cadeaux plein les poches. Mais il espère, comme en métropole, contribuer à préparer l'avenir. Dans un contexte difficile, le président de la République est venu dire ici qu'il comprend et souhaite accompagner la volonté d'évolution et de changement aux Antilles, à condition que les Antilles s'engagent elles-mêmes à faire les efforts de travail, de transparence et de renouvellement nécessaires. Le président Chirac a aussi beaucoup entendu parler de la volonté des départements d'outre-mer antillais de plus d'autonomie. La Martinique et la Guadeloupe, qui n'ont pas toujours eu des relations politiques très amicales, tentent actuellement un rapprochement entre RPR et indépendantistes. On s'est mis d'accord comme pour une promesse de mariage. Voyez le reportage à Fort-de-France de nos envoyés spéciaux Alban Mikosi et Jean-Paul Chausset. C'est le tube de l'année en Martinique. Allez, on permet d'avoir, vous êtes unis par les liens du mariage. Vive de Gaulle! Dans les rues de Fort-de-France, Carnaval joue la dérision politique avec un thème unique dans les déguisements, le mariage du siècle. Caricature de l'alliance politique improbable des présidents de région Guadeloupe et Martinique. D'un côté, Lucette Michaud-Chevry, ancienne ministre RPR, fidèle à la République. De l'autre, Alfred Marie-Jeanne, indépendantiste forcené. Pourtant, de réunions de travail en rencontres officielles, ils ont fini par s'accorder sur un texte, la déclaration de Basse-Terre. Je dis qu'il vaut mieux ouvrir un dialogue intelligent avec ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, plutôt que de continuer à traiter le problème guadeloupéen martiniquais dans l'affrontement. Ce texte ratifié par les présidents de région plaide pour plus d'autonomie. Alfred Marie-Jeanne a donc mis un peu d'eau dans son vin. Il n'est plus question d'indépendance derrière les propos critiques sur la métropole. Nous voulons que certains liens soient coupés, en particulier les liens de l'aliénation, les liens de l'exploitation, et qu'au contraire, nous puissions accéder le plus rapidement possible à la responsabilité, à la dignité, et avoir un maximum de pouvoir pour décider pour l'intérêt de notre peuple par nous-mêmes. Les Antillais observent avec amusement ces évolutions de leurs leaders politiques, conscients que la France est indispensable à la survie de l'économie, mais pas fâchés d'affirmer bien fort leur particularisme.
Médecins sans frontières vient d'affréter un transport d'urgence à destination de Madagascar et lance un appel à la générosité publique pour soutenir l'aide en faveur des sinistrés de la Grande Île. Le passage du cyclone Eline et d'une tempête tropicale aurait fait près de 140 morts et plus de 22 000 sinistrés. Tout le nord de l'île malgache a été balayé. Et ce même cyclone, cette même tempête tropicale ont dévasté le territoire du Mozambique. De fortes pluies entraînaient aujourd'hui au Mozambique l'annulation des vols de secours. Des milliers de personnes déplacées seraient en errance. Commentaire Joël Bruyandet. Farouk a voulu revenir chez lui 3 semaines après le début des inondations. À Chai-Chai, l'eau n'est toujours pas descendue. C'est un tracteur, c'est le tracteur de mon frère. C'est un grand choc pour nous, pour toute la famille et pour tous ceux qui nous connaissent. On avait tous grandi ici avec nos amis. Sur les toits, quelques animaux attendent encore d'hypothétiques sauveteurs. Les habitants du village, eux, cherchent à tout prix à gagner un camp de réfugiés, car ici la nourriture commence cruellement à manquer. Mais aujourd'hui, la plupart des vols de secours ont dû être annulés en raison des pluies qui ont balayé une nouvelle fois tout le sud du pays. Quelques vols pourtant, mais seules 13 tonnes de nourriture ont pu être acheminées sur les 90 prévus. Au camp de Chakalan, le plus grand du pays, 25 000 personnes s'entassent et la nourriture n'est là que depuis 2 jours. Alors c'est la lutte. Ce soir, la pluie continue à tomber sur le Mozambique et beaucoup de sauveteurs s'interrogent. Certains d'entre eux auraient en effet repéré une colonne de 20 000 réfugiés, mais impossible pour l'instant de la localiser. Alors ce sera ma première question, Olivier Gazi. Vous êtes à Maputo. Cette colonne de 20 000 personnes aurait donc été signalée. Est-ce que vous avez des précisions ? Écoutez Claude, cette colonne est véritablement un mystère ici ce soir. En fait, l'information nous est parvenue hier via Genève. L'ONU disait qu'un avion américain remontant vers le nord aurait survolé une colonne de plus de 20 000 réfugiés. Problème, les Américains ont démenti cette information. Alors aujourd'hui, il devait y avoir un vol de reconnaissance pour vérifier si cela était vrai ou non. Ce vol n'a pas pu avoir lieu à cause de la mauvaise météo. Et donc ce soir, personne ne sait dire ici si véritablement ces réfugiés existent ou non. Alors Olivier, 3 semaines d'inondation, 1 semaine après le bilan, est-ce que l'on peut commencer à dresser un premier bilan ? Alors évidemment, il est un peu tôt pour parler de bilan. Tout ce que l'on peut donner, en tout cas, ce sont des estimations. Le gouvernement mozambicain, par exemple, parle de 200 morts. Un chiffre évidemment impossible à vérifier. On se demande même comment il a pu être estimé. On parle aussi de 250 000 réfugiés sans abri et au total, plus de 2 millions de personnes ici auraient été touchées directement ou indirectement par ces inondations. Et puis en parlant de bilan, il faudra aussi évoquer peut-être l'aide internationale. C'est vrai, plusieurs pays ont répondu présent à l'appel, mais ils l'ont fait très tardivement. Et la première aide n'est arrivée que 8 jours après la grande crue. Les hélicoptères américains, par exemple, ne sont arrivés que ce matin. Enfin, pour clore cette page du bilan, peut-être devra-t-on évoquer aussi un autre problème qui est celui de la gestion des fleuves dans la région. Ces fleuves viennent pour la plupart terminer leur course ici dans la mer, dans les plaines du Mozambique. Et le problème, c'est que quand les pluies sont très puissantes, comme ça a été le cas cette année, eh bien, les pays voisins procèdent à des délestages, à des lâchers d'eau. Et ces lâchers d'eau ne sont probablement pas pour rien dans les inondations que l'on a connues cette fois-ci. Donc peut-être qu'une fois l'urgence passée, il faudra que le Mozambique et les pays voisins s'assoient autour d'une table et pensent à réviser et à améliorer leur politique de gestion des fleuves. Merci Olivier. Aux États-Unis, les perdants des élections primaires ont vite tiré les leçons de leurs échecs. Côté démocrate, Bill Bradley ici se retire et il soutiendra plutôt Al Gore, évidemment. Et puis côté républicain, John McCain interrompt sa campagne, mais cherche une solution pour monnayer, dit-on, son soutien à George Bush Jr. En Tchétchénie, dans le sud du pays, 84 parachutistes russes auraient été tués en 4 jours. C'est un porte-parole de l'état-major russe qui l'a reconnu en évoquant des combats dans les gorges de l'Argoun, des combats qui ont eu lieu les 29 février et 3 mars dernier. À une vingtaine de kilomètres de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques, la police judiciaire a découvert une cache de l'organisation séparatiste basque espagnole ETA. Il pourrait s'agir d'un atelier d'assemblage de bombes. Diverses munitions ont été récupérées sur place. Le mouvement ETA a revendiqué hier les attentats récemment commis à Madrid et à Vitoria. Le rôle de l'ETA perturbe fortement les derniers jours de la campagne des élections législatives en Espagne. Une tentative de suicide à la suite d'un harcèlement moral peut être considérée comme un accident du travail par la sécurité sociale. C'est une décision judiciaire qui vient d'être rendue concernant une employée de ménage d'Épinal, aujourd'hui paraplégique à la suite de sa tentative de suicide. Un tel arrêt peut ouvrir à une action sur le plan pénal et à des réparations en dommages et intérêts.
Reportage de Christine Boss et Sylvain Gauthier. 4 ans après les faits, Chantal Rousseau est reconnue comme victime de harcèlement moral grâce au jugement du tribunal de la sécurité sociale qui considère sa tentative de suicide comme accident du travail. Chantal était femme de ménage depuis 20 ans dans cet établissement scolaire privé d'Épinal lorsqu'en 1991 arrive une nouvelle chef de service qui durant 5 ans exercera un véritable harcèlement moral. La seule issue pour Chantal sera de se jeter du 3e étage de l'école. J'avais des brimades, des sanctions injustifiées, des regards méprisants. J'étais isolée, j'avais plus le droit de parler à mes collègues. On s'était arrangé pour que les horaires soient décalés, pour que je ne vois personne. Et puis là, je me suis dit, c'est pas possible, ça y est, ça va être des lettres commandées, et puis tu vas te retrouver à la rue. Ils m'ont poussée vers la porte, et puis je suis passée par la fenêtre, mais c'est une chose auquel je pensais pas, quoi. Je savais pas qu'il allait m'arriver ça. Privée de l'usage de ses jambes, elle est prise en charge au titre de son invalidité par la Caisse d'assurance maladie des Vosges, qui est aujourd'hui obligée de s'incliner devant ce jugement. Si le jugement est correctement motivé, je ne pense même pas qu'on fera appel. Et on exécutera le jugement, on paiera les indemnités qui sont dues à Mme Rousseau. Une première victoire due à l'obstination de la Fédération nationale des accidentés du travail et handicapés qui milite pour la reconnaissance pénale du harcèlement. Ce serait une première avec un témoignage direct de la personne concernée. Je pense que c'est grâce à ça qu'on pourrait entrouvrir la porte du pénal. Chantal Rousseau espère que son combat fera jurisprudence afin que les auteurs d'actes de harcèlement ne restent plus impunis. 5 000 milliards d'opérations à la seconde. C'est évidemment difficile à imaginer pour un simple esprit humain. C'est pourtant la tâche que remplira un supercalculateur dont le commissariat à l'énergie atomique vient de passer commande. Le but, avoué, est de simuler des essais nucléaires. Alors Hervé Brusini, avec Guillaume Fautra, partagé entre le goût des archives et des mémoires et la fascination qu'exerce la modernité mystérieuse, raconte des origines à nos jours ce supercalculateur. Au début, pour faire ça, il fallait ça. Un ordinateur capable d'effectuer tous les calculs nécessaires. 2 tonnes, 15 mètres 50 de long, 2 mètres 43 de haut. C'était le Mark I, un américain. Et puis quand on a fait ça, les ordinateurs s'étaient métamorphosés. Fini le temps des machines à lampe, elles étaient totalement électroniques et bien plus puissantes. C'est une très grosse machine, non? C'est ce qui existe de plus gros au monde actuellement. Quelles sont ses caractéristiques? Elle fait environ 4 millions d'opérations arithmétiques par seconde. C'est le nombre d'opérations qu'un comptable fait dans sa vie professionnelle. De quoi sourire aujourd'hui, puisque ce seul rectangle doré, appelé microprocesseur alpha, vous calcule 2 milliards d'opérations à la seconde. Alors, comme on ne peut plus faire cela, l'essai type Mururoa, prohibé depuis que la France a signé le traité de non-prolifération nucléaire en 1996, c'est l'ordinateur qui désormais simulera l'expérience grâce à un supercalculateur. Sachez qu'en tant que tel, déjà un processeur alpha est le processeur le plus puissant au monde. Dans le supercalculateur en question, vous en aurez 2500. Même miniaturisée, une telle machine, ça prend de la place. La direction des applications militaires du commissariat à l'énergie atomique lui construit en sous-sol un bel écrin. Avec tous les équipements, la chose occupera l'espace d'un terrain de football. 500 chercheurs l'utiliseront quotidiennement en 2001. Mais combien coûte un tel engin qui met la France au 2e rang mondial ? Si vous ramenez ça, je dirais, au nombre d'utilisateurs, vous vous rendez compte que ça fait des sommes qui sont comparables au prix d'achat, j'allais dire, d'un ordinateur que se payerait un ingénieur conseil pour son cabinet. C'est l'ordre de grandeur à peu près. Soit, ce serait donc le prix à payer pour ne plus voir ça. Au fait, bonne nouvelle, puisque paraît-il, le nucléaire ne devrait pas être l'unique domaine exploré par les 5000 milliards d'opérations à la seconde du supercalculateur. Du sport, du cyclisme avec la 5e étape de Paris-Nice, 194 km entre Berlétan dans les Bouches-du-Rhône et Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence. L'Italien Matteo Tossato, que vous voyez, a remporté l'étape après un sprint. Et puis Laurent Brochard a pu conserver son maillot blanc de leader. Voilà Laurent Brochard.
Laurent Brochard qui fait partie de l'équipe Jean Delatour, une nouvelle venue dans le peloton cycliste français qui porte le nom d'un bijoutier lyonnais, fanat du vélo, au point d'y investir, c'est rare, plusieurs millions de francs. Vous voyez le reportage de Florent Gautreau et Pascal Caron. Il y a 20 ans, Jean-Pierre Fréty était au chômage. Aujourd'hui, il est à la tête d'une nouvelle équipe cycliste ambitieuse. Entre-temps, il a créé l'entreprise Jean Delatour qui commercialise des bijoux dans 37 magasins en France. Une entreprise prospère mais en mal de notoriété. Alors son patron n'a pas hésité, il a investi plus de 15 millions de francs dans l'aventure. Dans le vélo, aujourd'hui, on ne dit pas l'équipe de Lyon ou l'équipe de Paris ou de Marseille, on dit l'équipe Jean Delatour. Et je suis quand même le PDG du groupe Jean Delatour. Donc ce qui incombe quand même en tant que PDG, je l'ai dit, il y a deux choses. Il y a le côté marketing, le côté passionnel, où je suis très fier. Moi, c'est qu'aujourd'hui, Laurent Brochard, qui est quand même maillot blanc de Paris-Nice, c'est pas n'importe quoi. Et ben, il porte avant tout la marque des groupes. Et il fallait oser faire de Laurent Brochard le leader de l'équipe. Marqué au fer rouge comme Virenque par l'affaire Festina, ancien champion du monde controversé, Brochard aurait pu brouiller l'image de ce nouveau sponsor. Mais l'équipe lyonnaise veut parier sur le renouveau d'un sport fort décrié. Alors, on n'a pas hésité à associer à Laurent Brochard un coéquipier bien particulier, Christophe Basson, qui a toujours clamé haut et fort qu'il refusait la fatalité du dopage. On remonte et on descend, et on remonte et on descend. On a des avis personnels qui divergent un peu, mais à part ça, je crois que nous, on est dans la même équipe et puis je pense qu'on peut faire du bon travail ensemble. De toute façon, c'est des bons moments et moi je dis qu'il faut les savourer. Après plusieurs années noires, le cyclisme attire à nouveau les sponsors. Il y aura 10 équipes françaises en première et deuxième division cette année, du jamais vu. Les investisseurs y croient car le public est toujours là. Si on peut apporter quelque chose au cyclisme dans la reconstruction, parce qu'aujourd'hui on a reconstruction du cyclisme, si on peut apporter une pierre à l'édifice, bravo, on va essayer. Des nouvelles têtes, des nouveaux maillots et peut-être un nouvel état d'esprit. Le cyclisme français va mieux, mais il n'est pas encore sorti d'affaire. Alors, du basket avec un autre rétablissement, le rétablissement spectaculaire du Cercle Saint-Pierre de Limoges. Hier soir, plusieurs milliers de supporters limougeaux ont ovationné leur club, qualifié pour la finale européenne Coupe Korach. La finale prévue les 22 et 29 mars. J'évoquais un rétablissement car il y a 2 mois, dans cette édition, on parlait plutôt de dépôt de bilan et de fermeture du club de basket de Limoges. En rugby, il n'y aura pas d'Olivier Magne la semaine prochaine au Stade de France face à l'Irlande. Le 3e ligne du 15 de France était aujourd'hui à Dublin, où il a entendu la commission de discipline du tournoi des 6 nations lui infliger 3 semaines de suspension en raison d'un coup de tête donné à un Écossais samedi dernier. Commentaire Christelle Bertrand. Privé de rugby jusqu'au 25 mars. Aujourd'hui à Dublin, Olivier Magne est passé devant ses juges pour un coup de tête malheureux. À Murrayfield, samedi dernier contre l'Écosse, le 3e ligne français n'a pas apprécié de se faire arracher le casque par Stuart Reid. Magne impulsif règle ses comptes sur le terrain. Résultat, 3 semaines de suspension. Le français ne comprend pas. Je ne m'attendais pas à des sanctions. Je sais pas... Il y a des faits beaucoup plus graves dans le rugby qui ne sont pas sanctionnés. Celle-ci ne méritait sûrement pas. Déjà, cette situation n'avait pas lieu d'être et la sanction encore moins. Ce geste a échappé aux arbitres, mais pas à la télévision anglaise. Certes, la BBC s'est délectée à appuyer là où ça fait mal, mais le coup de tête a bel et bien eu lieu. Le gros problème est qu'Olivier Magne ne peut pas jouer non plus avec son club, l'AS Montferrand. Une double sanction qui pourrait être lourde de conséquences. Surtout, craignons-le, que certains joueurs de haut niveau redoutent de jouer en équipe de France parce que leur club les dissuaderont peut-être d'accepter de jouer sous les couleurs françaises. Charlie, comme il est surnommé, retrouvera le maillot de l'équipe de France le 1er avril face à l'Italie, le dernier match du tournoi des 6 nations. Du cinéma avec mercredi prochain, 15 mars, la sortie d'un film intitulé Scène de crime, c'est-à-dire le premier long métrage de Frédéric Schoendorfer. Un vrai polar qui s'attache au pas de 2 enquêteurs de la brigade criminelle, interprétés par André Dussolier et Charles Berling. Scène de crime, c'est la traque d'un tueur en série, racontée de façon très documentée, très précise, ce qui accroît l'attention. Présentation, Antoine Cormery et Jean-Pierre Pasteur. Elles ont toutes disparu, toutes celles-là, dans les Ardennes entre mars 93 et avril 95. Dans cette région-là, ok ? Guy Georges, Mamadou Traoré, Francis Holm, l'horreur est souvent incarnée à la une des journaux par ceux qu'on appelle les tueurs en série. Hollywood y a puisé une source d'inspiration pour des films à grand spectacle et à fort taux d'adrénaline. Avec Scène de crime,
Frédéric Schoenderfer a choisi, lui, de mener presque à la manière journalistique une enquête sur les enquêteurs. Il passe ses vacances dans le Midi. Combien en tout? 17. En 12 le week-end. Je me suis intéressé, plus que la face noire c'est les tueurs en série, je me suis intéressé à ceux qui essayaient de les attraper, parce que ce sont des gens dont on connaît peu le travail, c'est des gens qui ont un quotidien professionnel extrêmement violent, et ce qui m'intéressait c'était de voir comment ce quotidien professionnel se répercutait dans leur vie privée. Charles Berling et André Dussolier incarnent avec justesse ce duo d'enquêteurs de la brigade criminelle, utilisant autant leur instinct que les méthodes les plus modernes de la police scientifique. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes? On a 2 corps, un homme et une femme. Une blanche et un noir. La fille qu'on cherche est disparue depuis 10 jours. Si c'est le cas, c'est pour nous. Ce qui nous a frappé, c'est qu'ils n'ont jamais une attitude blasée, cynique par rapport à tout ce qu'ils voient. On sent que, en fait, et c'est ce qu'on a voulu aussi raconter dans le film, que l'aspect éminemment humain ne les quitte jamais. C'est-à-dire qu'ils sont jamais en train de faire leur boulot d'une façon purement technique. Ça n'existe pas quand on voit des choses comme ça. Pour son premier long métrage, Frédéric Schoenderfer signe un film dur et éprouvant, mais au plus près de la réalité terrible de ces enquêtes qui peuvent durer des années. Une fiction cinématographique d'autant plus terrifiante que chaque scène est tirée du réel. La scène de crime, c'est le 15 mars prochain sur les écrans en France. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 informations que nous avons développées. Une journée de mobilisation nationale des agents des impôts et des perceptions contre le projet de réforme du ministre Christian Sauter. Celui-ci doit recevoir dès demain jusqu'à mardi les fédérations syndicales des agents des impôts. Et puis un délai pourrait être accordé pour nos déclarations fiscales. Enfin, de multiples actions de grève dans l'enseignement, soit contre la carte scolaire et un manque de personnel, comme dans le Languedoc, soit pour obtenir que les lycées d'enseignement professionnel soient mieux traités. La météo avec Sophie Davance et dans quelques secondes, elle sera suivie du point route de Valérie Maurice. Et puis, envoyé spécial, un envoyé spécial particulier puisqu'il sera entièrement consacré à la drogue avec des reportages aux Antilles, en Turquie et en Hollande. À 0h40, vous retrouverez Laurence Ostolaza pour le dernier journal de la rédaction. Demain à 13h, Carole Gessler et à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.